Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. J'ai le bonheur d'avoir à mes côtés ma collègue Catherine Egault. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors cette semaine à Confluent, on reçoit Lise Coucou-Dubé, intervenante en santé mentale au Centre de santé Mascousiwin de Manawan, communauté Atikamekw où Lise Coucou-Dubé a grandi. Catherine, peut-être nous présenter plus en détail notre invitée de cette semaine. Avec plaisir, Mathieu. Lise Coucou-Dubé a travaillé pour Santé Canada, offrant des services d'interprète, de soutien et d'accompagnement pour les patients autochtones. Elle a également mis sur pied et dirigé durant 20 ans un foyer pour patients autochtones à Montréal. La valorisation de sa culture est au cœur des passions de Lise Dubé, qui a récemment accepté le rôle de co-porte-parole avec Vincent Gratton de la Fondation Dominic Rankin, fondation dont elle nous parlera dans cette entrevue. Écoutons donc Lise Coucou-Dubé, interviewée ici par Mathieu Lavigne. Quoi, Lise? Quoi, Mathieu. Alors, Lise, on se connaît un peu. Est-ce que ça te convient si on se tutoie dans le cadre de l'entrevue? Ben oui, c'est sûr. Je pense que ça va être plus naturel comme ça. Oui, hein? Lise, je viens tout juste de te saluer en Atikamekw. D'ailleurs, la plupart des mots d'Atikamekw que je connais, c'est toi qui me les as appris. Ça m'incite à te poser cette question-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi lorsqu'un non-autochtone, un allochtone, te salue dans ta langue maternelle? Est-ce que c'est important pour toi? Oui, c'est important parce que ça crée une ouverture. C'est une belle marque de respect pour ma langue parce qu'on n'est pas beaucoup à le parler. Mm-hmm. Alors, ça la rend vivante. Et puis, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun quand des personnes, des allochtones nous saluent en Atikamekw. Mm-hmm, mm-hmm. Mais je vais continuer à le faire alors. Oui, oui, je t'encourage. Mais Lise, tu es née et tu as grandi à Manawan. Hein? Est-ce que tu peux nous parler du Manawan de ton enfance? Qu'est-ce que tu retiens du Manawan de tes premières années? Manawan, pour moi, c'est la sensation qu'on est les seuls êtres au monde. Mm-hmm. Parce que c'était vraiment fermé à l'époque. Il n'y avait pas de route. La route a été construite dans les années 70. Mais avant, c'était accessible par avion ou par canot. Et moi, je me rappelle quand on partait en canot au territoire de chasse à mon père, on était plusieurs enfants, mais comme on avait juste un petit canot, mes parents, des fois, amenaient un enfant. Fait que quand c'était mon tour, j'allais me cacher des fois. Tu voulais pas y aller? J'avais peur. Mais il me forçait à embarquer dans le canot une fois que j'étais là. Mais je me cachais au fond, là, puis j'étais bien là. Puis on allait camper dans le territoire. Mon père allait chasser au petit gibier. Mm-hmm. C'est ça, on ramenait... c'était des petits gibiers comme les lièvres, les perdrix. Puis aussi, quand mon père partait à la chasse avec mes oncles, puis qu'il ramenait l'hiver, il partait avec un traîneau, avec ses chiens, puis il ramenait... le traîneau était plein, puis nous autres, on rentrait tout ça dans la maison, puis on étalait ça à terre, les castors, la viande d'orignal, puis on aidait ma mère à dépecer tout ça, là, à ranger toute la viande pour la conservation, puis aussi, surtout avant les fêtes, avant Noël,
On préparait beaucoup, on mettait beaucoup de choses pour le festin de Noël ou le jour de l'an. Oui. C'était des beaux Noëls. C'était une belle enfance, je trouve, là, que j'ai vécu avec mes parents, là, puis mes sœurs et frères. Oui. T'en parles, puis il y a encore des étincelles dans tes yeux quand t'en parles. Oui. Lise, on a évoqué ton enfance, et de 1965 à 1972, donc de la maternelle jusqu'à la 6e année, tu as fréquenté, comme plusieurs autres de la communauté de Manawan, l'école de jour qu'il y avait à Manawan. C'était une école qui était administrée par le gouvernement fédéral. La réalité, même, je dirais, l'existence des écoles de jour autochtones, c'est assez méconnu dans le grand public. On est habitué d'entendre parler des pensionnats autochtones, mais moins des écoles de jour. Pourtant, ces écoles de jour-là, ils ont eu d'importantes conséquences pour les personnes qui ont fait leur parcours scolaire. Est-ce que tu accepterais de nous dire quelques mots sur ton expérience de ces écoles de jour, sur l'impact qu'ont pu avoir qu'a pu avoir ce parcours scolaire sur toi? Je me rappelle quand on a commencé l'école à la maternelle, on nous a... c'était un peu comme au pensionnat. Les gens, quand ils arrivent là-bas, on leur coupait les cheveux, mais c'était la même chose. Ma mère, je me rappelle, j'avais des cheveux longs, très longs jusqu'à ici, là. Jusqu'au bas du dos. Oui. Et puis, ma mère, elle nous faisait souvent des belles tresses, puis aussi, elle prenait soin de nos cheveux, de nous. Et puis, quand j'ai commencé l'école maternelle, au primaire, et que le professeur nous a coupé les cheveux, ma mère elle a eu un choc quand m'a vu à la maison. Quand je suis retournée, oui. Elle est partie, je me rappelle, elle est partie voir mon professeur avec une paire de ciseaux. Ah oui. Puis il faisait comme ça. Tu veux que je te coupe les cheveux à toi? Ah oui. Puis elle était vraiment fâchée. Ce que je me rappelle le plus, là, qui me frappe toujours, là, pareil, parce qu'on n'avait pas le droit de parler notre langue maternelle dans les classes ni dans la cour de récréation. Sinon, on se faisait taper sur les doigts. C'était vraiment interdit. C'était, je sais pas comment je l'ai vécu dans ma petite tête d'enfant, là. Oui. Le fait de ne pas parler ma langue, alors que chez moi c'était tellement naturel. Oui. C'était juste comme ça qu'on s'exprimait. Et puis tout d'un coup, on nous oblige de parler une autre langue qu'on comprend pas, qu'on connaît pas. Que tes parents ne parlaient pas non plus? Non plus. Non plus. Même après des années, mes parents comprenaient juste quelques mots en français. Ah oui. Oui. Donc, les écoles de jour, donc tu rentrais à la maison le soir après la journée d'école, mais à l'école même, il y avait quand même cet aspect où la langue, la culture atikamekw n'était pas transmise. Non. Il y avait même une fois un ancien professeur qu'on avait rencontré plus tard. Après, elle nous avait dit que c'était même inscrit dans leur contrat. Ah oui. Que les professeurs n'avaient pas le droit d'apprendre des mots en atikamekw. Que les autres non plus n'avaient pas le droit d'apprendre notre langue, mais nous, on nous forçait à apprendre la leur. Et puis... Oui, donc le symbole est fort, là. Ah oui. Et je me demandais, mais comment, ça me fait penser au pensionnat, comment est-ce que c'est abordé à Manawan, cette période des pensionnats? Parce qu'il y a une génération, même deux, des aînés de Manawan qui sont allés dans les pensionnats. Et d'ailleurs, dans plusieurs pensionnats, je pense que la communauté de Manawan, c'était pas à un seul pensionnat. Il y en a qui sont allés à Saint-Marc, à Amos. Oui, c'est ça. Oui. Et comment c'est raconté? Comment cette histoire-là est transmise? En fait, est-elle transmise, cette histoire-là? Moi, j'ai un frère qui est allé là-bas. Ah oui?
Mais il nous a jamais parlé de ça. Jamais il a parlé de... Je l'ai su par Dominique Kirankin. Oui. Qu'il avait été là-bas à l'école avec lui, qui était là-bas en même temps que lui. Oui. Et puis, après ça, comme en tant qu'intervenante de santé mentale à Manawan, je me suis occupée beaucoup des aînés. Alors, je leur organisais des soirées de bingo, d'ateliers de couture, perlage, broderie. Et puis, dans ces soirées-là, je les écoutais parler. Ils ont commencé à parler des expériences que leurs frères ou sœurs avaient vécues dans les pensionnats. Puis c'était traumatisant pour eux autres d'apprendre que des prêtres avaient osé faire des choses aux enfants. Parce que pour eux autres, c'était tellement tabou. Comment je dirais, là, c'était choquant. Oui. C'était choquant pour eux autres. Parce que la figure du prêtre était sacrée. C'est ça. Parce que les autres, ils pensaient que le prêtre ne pouvait jamais faire des choses comme ça, parce qu'il venait tout droit de Dieu, que c'était un homme de Dieu, et que Dieu n'aurait jamais permis ces choses-là. Il y avait une coucoume qui racontait que son frère, là, lui avait tout raconté ce qui lui était arrivé. Puis elle disait, il a attendu que nos parents soient décédés pour nous raconter son histoire. Elle dit, pour ménager nos parents. Ah oui. Donc, c'est une histoire qui est transmise de façon... c'est assez récent, si je comprends bien. Autrement dit, que cette histoire-là est mieux connue. Là. Oui. J'ai des amis qui sont allés au pensionnat, puis qui me disaient que quand ils voulaient raconter leur histoire à leurs parents, les parents, ils ne voulaient pas les croire. Ils disaient que c'était impossible. Ah oui. Alors, tout de suite, ça l'empêchait de... J'ai dû ravaler tout ça, puis faire semblant que ça s'était pas passé. C'est ça. Ah oui. Donc, le silence, le poids du silence. Ah oui. Lise Coucou-Dubé, tu es de Manawan, et c'est difficile de ne pas penser à Joyce Echaquan, donc le décès le 28 septembre 2020 de Madame Echaquan, mais ça a entraîné, j'imagine, beaucoup de détresse au sein de la communauté de Manawan. Comment ça se passe un an après ces événements tragiques? Comment se portent les Atikamekw de Manawan? Qu'est-ce que tu observes sur le terrain, entre autres? Le décès de Joyce, ça nous a tous choqués. C'était traumatisant pour toute la communauté, même les enfants, les aînés ont pleuré. Et puis, c'est difficile de s'en remettre, mais on avance quand même. La colère est présente pour certains. Puis ça vient par vagues. C'est quand on entend... quand on apprend que notre gouvernement ne veut pas reconnaître le racisme systémique, alors c'est encore un coup dur, c'est comme un coup de poignard dans le dos, on n'en revient pas. Et puis... Comment c'est perçu, ça? C'est perçu comme un déni, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Comme si le gouvernement ne voyait pas la réalité. C'est ça. Puis pourtant, il y a eu des enquêtes. Il y a eu la commission d'enquête, la commission Vien. Oui. Et puis, il y a eu beaucoup de témoignages. Moi-même, je suis allée pour dénoncer au niveau de la justice. Et puis... il y en a beaucoup dans ma famille aussi, des amis de Manawan qui sont allés témoigner sur le racisme qu'ils ont subi à l'hôpital de Joliette. Alors ça, c'était déjà connu. Oui. On le vivait déjà. Et puis, aujourd'hui, on a un devoir à faire, surtout avec le principe de Joyce.
C'est une mission, c'est une belle mission. Pour nous autres, c'est ce qui va nous aider à aller de l'avant parce que on fonde notre espoir là-dessus pour une meilleure reconnaissance puis un respect à nos droits en matière d'équité, là, de pouvoir aller se faire soigner sans attendre d'être étiqueté. Oui, c'est ça. Le principe de Joyce, hein, c'est ça. C'est dans le fond le droit à avoir des soins comme tout le monde, finalement. Oui, là. oui, pour tout le monde, L'égalité sans dans la qualité des soins. Discrimination. Sans Oui. aucune discrimination. Puis qui reconnaissent aussi nos savoirs traditionnels au niveau de la médecine traditionnelle aussi. Oui. Parce que souvent, c'est dénigré. Oui. 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 J'encourage les auditrices et auditeurs à entrer dans le moteur de recherche de leur choix, hein, la notion de principe de Joyce. Ils vont pouvoir lire ce principe-là. Je suis toujours en compagnie de Lise Coucou-Dubé, intervenante en santé mentale au Centre de santé Masco-Siwin à Manawan. Et Lise, tu es co-porte-parole depuis peu de la Fondation Dominic Rankin. On a évoqué Dominic Rankin un peu plus tôt dans l'entrevue. Alors Lise, peut-être nous parler de la Fondation Dominic Rankin puis de sa mission. Oui, la Fondation Dominic Rankin a pour mission de donner aux Autochtones des programmes de guérison et de mieux-être fondés sur leur culture et leur tradition. Et aussi de partager cette culture, de les faire connaître pour mieux comprendre et favoriser la réconciliation entre les nations. Et aussi la préservation est donc essentiel pour la transmission des savoirs traditionnels aux générations futures. J'ai accepté d'être co-porte-parole avec Vincent Gratton, car je crois, moi, en la guérison par la réappropriation de notre culture. Je crois que notre identité culturelle peut nous aider à reprendre notre futur, et aussi valoriser la culture dans la communauté. Parce que nos activités traditionnelles, il y a abondent de richesses, ils ont des valeurs sacrées. Chez nous, chez les Atikamekw, on a 6 saisons. Oui, le pré-hiver, entre autres, qui s'ajoute. Pré-hiver, pré-printemps, oui. Et puis, dans chaque saison, il y a plus ou moins 30 activités traditionnelles. Et c'est sur ces activités traditionnelles qu'on a fondé le programme Mirermouin. S'est inspiré de ces traditions, de ces activités traditionnelles, pour pouvoir enseigner, transmettre aux jeunes, surtout les jeunes. Il y a eu le projet Mirugin, à un moment donné, qui a duré 2 ans. On amenait des jeunes qui étaient des décrocheurs, qui n'allaient plus à l'école, qui n'avaient aucune motivation. On les a installés dans un campement. Et puis là-bas, ils ont pratiqué les activités traditionnelles des saisons. Ils sont restés là-bas 2 saisons. Et puis, ils ont fabriqué des raquettes. Ils sont allés à la chasse à l'orignal. Ils ont dépecé l'orignal. Ils ont préparé la babiche pour les raquettes. Leurs propres raquettes qui sont revenues avec dans la communauté par le lac. Une fierté, là. C'était vraiment spécial quand ils sont revenus dans la communauté. Les gens, on était tous fiers d'eux. Et eux-mêmes fiers d'eux, j'imagine aussi. Oui. Je sais que certaines des jeunes qui ont participé dans ce programme-là, ils ont continué à pratiquer. Ah oui? Oui. Alors, le centre de guérison que la Fondation veut bâtir,
Il pourra offrir des activités culturelles et traditionnelles aux familles et aux jeunes autochtones ainsi qu'aux allochtones soucieux puis curieux d'apprendre la culture autochtone. Mm-hmm. Ils pourront, ceux qui le veulent, ils pourront contribuer à cette œuvre dans le site laruchequebec.com. Mm-hmm. Le titre, je crois, c'est « Aidons les peuples autochtones à chausser de nouveau leurs mocassins ». Oui. Donc, pour soutenir la Fondation Dominique Rankin, on peut aussi, dans un moteur de recherche, taper le Fondation Dominique Rankin et on arrive sur le site. Donc, il y a plusieurs façons de contribuer à ce beau projet. Oui. Oui, vraiment. Et l'organisme de Dominique Rankin et de Marie-Josée Tardif, c'est Kinawat, hein, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, le centre Kinawat. C'est ça. J'ai amené quelques groupes chez eux. Mm-hmm. On est allé faire des ressourcements là-bas. C'est très intéressant, c'est très touchant, ça vient nous chercher en dedans. Il y a des activités comme être gardienne du feu sacré. Mm-hmm. Hein, ça nous reste, ça. C'est une expérience qui nous reste, là, on repart avec ça comme plus forte, parce qu'on a dépassé la peur. Le feu sacré, c'est celui qu'on a en soi, c'est ça? C'est le feu sacré. Gardien du feu sacré. C'est gardien du feu sacré, c'est quand on va allumer le feu sacré au début de notre ressourcement, qui va rester allumé tout le long jusqu'à la fin. Et puis, comme on était 9 personnes, 9 femmes, alors chacun notre tour, on a gardé le feu sacré pendant 1h30 jusqu'au matin. Oui. C'était en haut d'une montagne, alors il fallait y aller là. La personne qui avait pigé 3 heures du matin. C'était un petit peu épeurant, mais tu dépasses ta peur et puis là, tu vois que tu avais du courage. Oui, ben oui. Bon, je ne peux pas tout dévoiler. Qui se passe, mais c'est une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. Oui, donc la Fondation Dominique Rankin, dont Lise Coucou-Dubé est co-porte-parole. Lise, j'ai le goût de terminer en parlant avec toi de ta spiritualité. Lise, est-ce que je me trompe en disant que tant la spiritualité traditionnelle atikamekw que la spiritualité chrétienne ont une place dans ta vie intérieure? J'ai été élevée dans la religion catholique. Mm-hmm. Mes parents étaient des purs et durs, comme on dit. Là. Mm-hmm. C'était des fervents catholiques. Puis j'ai un grand respect pour mes parents. Alors, l'héritage que j'ai reçu d'eux, je ne peux pas le renier. Mm-hmm. Mais dans les années 70, la spiritualité autochtone est revenue dans nos communautés. Oui. Tranquillement, mais grâce aux traditionalistes, leurs efforts là, de transmission ont apporté ses fruits. Mm-hmm. Puis moi, j'aime bien mélanger les deux maintenant. Oui. J'aime faire participer dans les cérémonies des premiers pas, les cérémonies de la pleine lune pour les femmes. Ça nous reconnecte à la nature, mais aussi à notre identité culturelle, mm-hmm. Qu'on a essayé de tuer. Parce qu'on n'avait pas le droit de pratiquer ces cérémonies. Juste le fait de le dire, là, ça me surprend toujours. Mais je suis fière de ma nation parce que il y a depuis une vingtaine d'années, je me dis souvent, mon Dieu, on est en l'an 2000 et puis on est encore en vie. Mm-hmm. Les Atikamekw qui sont encore là, ils n'ont pas disparu. Alors, c'est un miracle.
pour moi de dire que ma nation a survécu, parce que si je regarde, un jour je suis allée au musée McCord, puis j'ai vu qu'il y avait certaines nations autochtones qui avaient disparu, qui avaient été décimées. Alors c'est perdu pour toujours. Oui. Et puis, moi j'adore... J'aime m'adresser à Jésus, qui est pour moi un ami. C'est comme un ami pour moi, un grand ami. Mais j'aime aussi m'adresser à Kishemanto, qui est notre grand créateur. Juste pour... surtout quand j'ai de la difficulté, quand j'ai des difficultés que je traverse ou des deuils que je dois vivre, surtout les deuils par suicide. Ils sont très, très lourds. Oui. Et puis, je crois que c'est Jésus qui m'accompagne à ces moments-là. Mais aussi, Kishemanto, quand je vais dans la nature, c'est Kishemanto qui m'enveloppe. Puis aussi pour admirer leurs œuvres dans la nature, mais aussi dans l'humanité. Oui. C'est intéressant. C'est ça, ma bispiritualité. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Et tu parles de la nature comme lieu d'apaisement, de guérison. Je sais qu'il y a des lieux aussi dans la tradition catholique qui peuvent parler à beaucoup de personnes autochtones, entre autres le sanctuaire Notre Sainte-Anne-de-Beaupré. Je sais que tu es allé il n'y a pas si longtemps là-bas, ou l'oratoire Saint-Joseph. Qu'est-ce que ça t'amène, ces lieux-là? Entre autres Sainte-Anne-de-Beaupré, j'imagine c'est Coucoum. Oui, c'est notre Coucoum, Sainte-Anne, oui, c'est la grand-maman de Jésus. Alors pour nous, elle est très spéciale. À chaque année, on organise un pèlerinage pour les aînés. Alors, il part en autobus, c'est des prières tout le long, des chants. Et puis, c'est aussi un rassemblement entre les nations, parce que là-bas, il y a beaucoup d'autres communautés qui viennent. Oui. Alors, c'est un beau rassemblement pour eux autres. C'est l'occasion de revoir nos amis qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'ils sont très éloignés. Puis c'est ça. Puis l'oratoire Saint-Joseph aussi. On a fait aussi un pèlerinage une fois à la mission à Kanuagi. Oui, à Sainte-Cathérie, Tekakwitha. Oui, la tombe de Cathérie, Tekakwitha, oui. Lise Coucou-Dubé, un grand merci. Miigwech. Un grand merci à toi pour cette entrevue. Merci pour ta confiance, Lise. C'est moi qui te remercie, Mathieu, de m'avoir invité. C'était donc Lise Coucou-Dubé, intervenante en santé mentale au centre de santé Masco-Siwin de la communauté Atikamekw de Manawan. Elle était interviewée par Mathieu Lavigne. Merci à Lise Coucou-Dubé pour ses propos éclairants et inspirants. Merci également à Daniel Fortin à la régie. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez réécouter le présent épisode ou en savoir plus sur notre organisme. Ici Catherine Ego. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.